Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 3 mai, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons commenter cette actualité toujours liée à la manifestation du 1er mai. Darmanin part en croisade contre Jean-Luc Mélenchon, abat la mauvaise République. Jean-Luc Mélenchon va-t-il trop loin? Les policiers blessés, défenseur des lieux de privation, Dominique Simoneau, qui s'inquiète des interpellations et des gardes à vue préventives. On va parler de tout cela, les réintégrations des soignants non vaccinés, le SNU obligatoire, bref, tous ces sujets avec aujourd'hui Thomas Elexhauser, bonjour, délégué national Valérie. Les centristes et conseiller départemental de l'Eure. Jérôme Dubu, bonjour, membre du pôle ID d'Horizon. Et Alexandre Malafaille avec nous. Bonjour Alexandre, président du think tank Sinopia. Vous êtes à distance aujourd'hui. Et puis nous attendons Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Il n'a aucune excuse pour être en retard parce que les routes sont très dégagées ce matin. Mais peut-être a-t-il eu... Il vient peut-être en transport en commun. Peut-être, on lui demandera. On va l'interroger. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et commençons peut-être avec vous, Thomas. Alors, je vois un coup de cœur pour le Mont-Saint-Michel, ça veut dire quoi? Je propose qu'on change d'antenne et qu'on passe à Radio Classique avec mon ami Franck Ferrand. Oui, merci de faire de la pub pour les concurrents. Non, oui. Je voulais qu'on voyage un petit peu ce matin parce que cette année, nous fêtons les 1000 ans de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui est le monument le plus visité en France après Paris et Versailles. Oui. Et c'est un lieu absolument extraordinaire. Et tout récemment, France 3, les éditions régionales ont développé tout un reportage sur une découverte historique au sein même de l'abbaye. Il y a toujours dans l'abbaye un rocher qui était troué et dont on ne savait pas l'existence et l'origine. On savait que ça remontait au XIe siècle et même avant, puisque la présence de ce rocher était marquée dans les manuscrits. Et un chercheur allemand a expliqué en fait qu'il s'agissait d'une carte polaire et que le trou et les cuvettes façonnées à la main de l'homme autour de ce rocher bien laissé en évidence par les constructeurs de l'abbaye était en réalité une carte polaire éditée certainement 6000 ans avant nous. Et donc ça nous montre encore que ce lieu n'a pas fini de donner tous ses secrets. Et il y a énormément de manifestations cette année organisées pour le millénaire. Et donc j'invite les Français à découvrir à nouveau cet incroyable édifice et ce village français, puisque c'est un village avec un maire, Monsieur Bonneau, à travers ce millénaire et cette magnifique découverte enfin élucidée. C'est fou d'ailleurs qu'on arrive à élucider. Et donc il y a un très joli reportage que je vous invite à regarder où il est expliqué, où il est dessiné la carte polaire sur ce rocher qui est au pied d'un mur important de l'abbaye. Voilà. Puisqu'on est dans le culturel, j'ai lu hier, vous savez qu'il y a une grande exposition en ce moment à la Villette sur Ramsès II, et que la France en fait avait sauvé la momie, le CEA de Saclay, puisque la momie de Ramsès II, il y a quelques années, était attaquée par des petits champignons, etc. Elle a été transportée avec une carte d'identité, c'est ce que montrait, je crois que c'est le Parisien hier, montrait cette carte d'identité de Ramsès II, et grâce à des rayons spécifiques, on a réussi à éliminer tout cela. Donc, non, mais il y a de très belles expositions. J'en reviens au Mont-Saint-Michel. On va faire une émission culturelle ce matin. On va pas faire France Culture, mais moi, je voudrais que j'ai toujours voulu, mais c'est un vœu pieux, c'est le cas de le dire, que le Mont-Saint-Michel revienne en Bretagne. Ah, attendez, là, vous allez ouvrir un grand débat avec moi. Vous connaissez le dicton. Vous avez un Normand en face de vous. Le Couesnon, dans sa folie, a détourné le mont. Alors voilà, donc maintenant c'est sur la Normandie. Moi, je voudrais qu'il revienne en Bretagne. Mais bon. Séparez-nous parce que nous allons... Oui, vous allez en venir, vous ne vous mettrez pas d'accord. Alexandre Malafaille. En fait, rien à voir avec le Mont-Saint-Michel, et je ne pense pas que le Mont-Saint-Michel ait quelques velléités indépendantistes. En revanche, ça concerne effectivement le scrutin qui s'est déroulé ce week-end en Polynésie française et qui mettait donc aux prises deux blocs en fait, assez radicalisés les uns contre les autres. D'un côté, les autonomistes qui étaient actuellement aux affaires depuis 5 ans, et de l'autre côté, les indépendantistes. Et ce sont les indépendantistes qui ont gagné. Alors moi, je respecte parfaitement le vote qui est sorti des urnes. C'est vrai que les dernières années n'ont pas été simples pour eux. Je pense que la vision
de Paris, vu de Wallis et Futuna, vu également donc de la Polynésie française, est pas très favorable, malheureusement. Mais la tendance est pas bonne. Et ce que je veux exprimer ce matin, c'est en fait un message d'inquiétude en disant que on est en train petit à petit de perdre un certain nombre de positions stratégiques en termes d'influence dans le Pacifique. Alors, dans le Pacifique aujourd'hui, on a principalement donc la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna qui est beaucoup plus petit. Cette implantation nous permet entre autres d'avoir une vraie présence, y compris militaire dans le Pacifique, nous permet de garantir effectivement le contrôle de 70%, pratiquement 65% de nos zones économiques exclusives sur lesquelles on a une priorité maritime majeure. Et qu'on est quasiment le seul pays européen à avoir cette implantation dans le Pacifique. Et que petit à petit, malheureusement, on ne s'y prend pas bien, on laisse glisser ces territoires. On se rend sans doute pas bien compte depuis Paris que l'influence de puissances qui, elles, ont une implantation beaucoup plus importante dans le Pacifique, comme la Chine, sont à l'œuvre et qui jouent un rôle très important et qui rêvent, évidemment, et qui agissent en conséquence pour nous exclure. Donc voilà, je voudrais partager ce message d'inquiétude en disant, voilà, petit à petit, ça nous échappe. Je trouve qu'on réagit pas bien depuis Paris, que la stratégie est pas la bonne et qu'il ne faudra pas s'étonner que dans 10 ou 15 ans, ces territoires nous échappent définitivement. Oui. Non, Alexandre, je partage totalement ce que vous venez de dire. En réalité, effectivement, le centre économique, politique mondial est en train de se déplacer dans cette région depuis un certain nombre d'années. On voit que tout le monde s'y renforce. Les États-Unis se renforcent, ouvrent des ambassades un peu partout qui n'existaient pas. La Chine, évidemment, est très présente. L'Australie, évidemment aussi, avec un déploiement diplomatique extrêmement important. Et nous sommes un peu en retrait, il faut bien le dire. Et sur cette affaire de la Polynésie, c'est effectivement un coup d'arrêt, effectivement une tradition, puisque le président sortant était plutôt... Alors, pas proche de la majorité, mais enfin pas très éloigné. Il n'appartenait pas à la majorité présidentielle, mais il n'en était pas éloigné. En tout cas, il était attaché à ce que la Polynésie reste française. Là, c'est totalement différent. On a une majorité qui a été menée par Oscar Temaru. C'est pas lui qui sera président, c'est un autre, mais c'est la même tendance. C'est cette tendance indépendantiste. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'ils veulent exactement. Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est l'indépendance? Tout ça est un peu flou. On a une majorité qui a été élue, il faut la respecter. Alors il y a un scrutin un peu particulier, c'est que la liste arrivée en tête en Polynésie, dans ce mode de scrutin, et ils sont arrivés assez nettement en tête, emportent 3/4 des sièges. Donc ils vont avoir une majorité très, très conséquente. 38 sur 57. Oui, c'est ça. Et donc, ils vont pouvoir, effectivement, engager vraisemblablement le processus, soit d'indépendance, soit d'autonomie. Je ne sais pas très exactement ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on est sur cette tendance-là. Et effectivement, ça a des conséquences géopolitiques importantes pour la France. Ouais. Pour donner un exemple très précis, ce qui s'est passé à Djibouti avec la décolonisation, on a accepté effectivement, c'était tout à fait normal et très bien, mais on y occupait une place stratégique. Aujourd'hui, on y occupe une place marginale quasiment. Oui. Je n'ai pas de connaissances politiques sur le secteur. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu 3 listes qui se sont affrontées, que c'est la liste indépendantiste qui l'a emporté, mais qu'il y avait quand même malgré tout 2 listes autonomistes en face qui ont fait respectivement 38 et 17. Ouais. Est-ce que cette division du camp autonomiste a justifié l'élection de la première liste de M. Temaru? Je ne sais pas, mais il faut quand même tenir compte aussi de ce fait, c'est qu'il n'y avait pas un duel de 2 camps, mais un camp autonomiste qui était divisé en 2 et qui, en termes de nombre de voix, était quand même malgré tout supérieur au vote indépendantiste. Petite pause. La deuxième, pour préciser ça, la troisième liste qui a fait 17% est plus proche de Temaru que des autres autonomistes sortants. Petite pause, 9h12 sur Sud Radio. On se retrouve dans un tout petit instant. On attend toujours notre ami Nicolas Corato et puis on va revenir sur la polémique autour des violences pendant les manifestations. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Oui, mettons-nous d'accord, on ne se mettra pas d'accord sur le Mont-Saint-Michel breton ou normand. Nicolas Corato est arrivé, un mot d'excuse, oui, Nicolas. Pas de mot d'excuse, non, j'ai aucune excuse, voilà. Le réveil. Un peu de littérature avec vous, Nicolas, on continue, coup de cœur. Mais comme il fait beau et comme vous n'avez pas envie de venir avec un coup de gueule, mais plutôt un coup de cœur, je voulais proposer à vos auditeurs deux conseils de lecture, Bruno Le Maire et Jean-Marc Schiappa, pour changer un tout petit peu. D'accord. Et Bruno Le Maire,
ne pas vous conseiller La Fugue américaine qui est dans tous les libraires, chez tous les libraires aujourd'hui, mais plutôt un livre précédent qui s'appelait Jour de pouvoir. C'est un livre que Bruno Le Maire avait écrit après avoir été ministre de l'Agriculture entre 2010 et 2012, qui est un très bon livre sur l'exercice du pouvoir, avec un ministre qui est sur le terrain, qui va voir les agriculteurs, qui va voir les Français, qui est au contact, qui écrit sur la déconnexion qu'on connaît quand on est ministre. Bref, peut-être un ministre qui est très différent du ministre Bruno Le Maire qu'on connaît aujourd'hui, mais peut-être que Bruno Le Maire lui-même pourrait relire son propre livre Jour de pouvoir et le rééditer. Et puis un autre livre que je conseille à vos auditeurs, qui est signé de Jean-Marc Schiappa, qui est un grand historien, spécialiste de la Révolution française, et qui signe une biographie de Gracchus Babeuf, qui est le père du communisme, en tout cas de l'égalitarisme, une grande figure de la Révolution française qui finira guillotinée. Et Jean-Marc Schiappa est un spécialiste de ce personnage. Vraiment, il signe une biographie chez Fayard qui est formidable. Si vous voulez replonger dans la Révolution française, vous verrez, on parlera de ce que c'est qu'une insurrection. Vous verrez qu'il y a quelques violences policières. Vous verrez qu'il y a quelques manifestants violents, que certaines effigies sont brûlées en place de grève, voire un peu plus. Et surtout, Jean-Marc Schiappa, effectivement... C'est en quelle année, rappelez-nous ? C'est 1793, Gracchus Babeuf. Non, mais je vois votre petite insinuation sur le fait qu'on s'indigne parfois, et à raison, d'effigies brûlées. Mais bien sûr. Les 3 siècles ont passé. Mais je rappelle que dans ce pays, on commémore le 14 juillet, fête nationale, un événement où quelques têtes ont fini sur des pics et pas en papier cette fois-ci. Donc il faut aussi reconnaître la violence de notre histoire sociale et politique, que parfois nous commémorons même. Je rappelle aussi que nous avons un hymne national dont le refrain commence par « Aux armes citoyens ». Je ne sais pas si vous allez l'interdire dans les mois qui viennent, mais en tout cas, c'est notre hymne national. Et donc, oui... on aimerait plutôt que les gens d'extrême gauche la chantent un peu plus souvent. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. Comptez sur eux. Non, c'est un peu difficile. Mais on préfère l'international. Oui, les deux vont bien, de toute façon. Mais non, je trouve... Et franchement, je conseille cette lecture. Elle est très intéressante. Tout ça aussi pour la petite histoire. Effectivement, Jean-Marc Schiappa est aussi le père de Marlène. Comme quoi, on peut avoir des ascendants de gauche et finir à droite. Ça arrive aussi. Vous le trouvez très à droite, Marlène Schiappa ? Oui, elle est dans un gouvernement de droite. N'oublions pas qu'elle a été élue socialiste. On a une révélation ce soir. Mais il y en a d'autres qui ont été élus ce matin. Il y en a d'autres qui ont été élus socialistes et qui mènent une politique de droite. Aujourd'hui, ce gouvernement mène une politique de droite. C'est quoi une politique de droite ? C'est une politique qui va contre le progrès social. Ah bon ? Par exemple, la retraite à 64 ans, c'est une politique de droite. C'est le maintien de notre acquis social. Bien sûr. La retraite par Demandez à ceux qui font 2 ans de plus, ils pensent que c'est le maintien de notre politique sociale. Moi, je ferai 5 ans de plus, je pense, d'ici là. Mais vous êtes en pleine forme, il faut arrêter, on a le droit quand même de travailler jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, je ne suis pas dans un métier pénible, donc je ne me plains pas. Mais il faut quand même relativiser. Qu'est-ce qu'un métier pénible ? Mais vous savez, il y a des critères de pénibilité. Il y a des gens qui sont cadres et qui souffrent aussi de leur travail. Bien sûr. Tout le monde n'a pas la chance d'être heureux comme vous. Moi, je ne dis pas que je suis heureux, mais... C'est une matinée un peu culturelle. Voilà, on a les sorties littéraires, le Mont-Saint-Michel, Ramsès II, on a parlé de tout ça. On n'a plus envie de travailler, en fait. Mais non. On a parlé des enragés, donc on va parler de M. Mélenchon. Alors, coup de gueule, Jérôme. Ça revient un peu au choix que vous aviez fait sur les thèmes. Bon, écoutez, moi, c'est passé un peu inaperçu parce que M. Mélenchon nous a habitués à des déclarations tonitruantes depuis qu'il est candidat à la présidentielle. 3 fois, il a été candidat à la présidentielle 3 fois, éliminé au premier tour. Il a du mal à s'en remettre. Bon, c'est comme ça. Alors, il multiplie le niveau de déclaration de plus en plus tonitruante. Vous voulez qu'on l'écoute, ce qu'il a dit hier, avant le départ de la manifestation. Ne vous laissez pas domestiquer, quoi qu'il vous en coûte. Si vous êtes des insoumis, des insoumises, soyez-le jusqu'au bout, le dernier rang des combattants. C'est le vôtre, les premiers à courir devant. C'est vous, les derniers à céder. C'est vous, à bas la mauvaise République. Ah bah, c'était ça, votre... Il y a plusieurs choses. Là, on entend effectivement à bas la mauvaise République, donc ça nous rappelle qu'il est contre la 5e République, ça on le savait déjà, mais là, c'est plus que ça. C'est la mauvaise République. Et la mauvaise République, ça nous renvoie, non pas à Gracchus Babeuf, mais plutôt à Charles Maurras, qui traitait la République de gueuse, et qui luttait contre la République pour un pouvoir monarchique. Là, je ne sais pas ce que veut M. Mélenchon, il nous parle de la 6e République. Mais là, il ne cite pas la 6e République, il dit la mauvaise République. Et plus loin, dans sa déclaration, on ne l'a pas entendu, il nous dit il faut mettre à bas l'ancien régime.
sous-entendu le régime d'Emmanuel Macron. Bon, l'ancien régime, ça renvoie effectivement à la Révolution. Donc on a toute une phraséologie actuellement de Jean-Luc Mélenchon, dont on est habitué, mais là qui monte en décibels, pour nous dire, au fond, moi ce que je veux, c'est la révolution. Et la révolution, alors est-ce que c'est par le suffrage universel? On ne sait pas. Les déclarations qu'on vient d'entendre, on a l'impression que c'est plutôt par l'insurrection. Donc tout ça est très inquiétant. Et il ne rend pas service ni à son camp, puisqu'il y a un certain nombre de gens à gauche qui commencent à en avoir assez au sein de la NUPES en disant mais on est dans une impasse avec Jean-Luc Mélenchon, on s'en sortira pas, on n'arrivera jamais au deuxième tour, ni à l'expression démocratique en France, parce que si vous voulez, quand on tient des propos pareils, on sort du champ républicain. Alors, je ne crois pas qu'il soit anti-républicain. Moi, j'ai connu Mélenchon quand il était sénateur, quand il était ministre. Il était totalement inscrit dans les institutions de la République. Et d'ailleurs, il exerçait des responsabilités importantes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est déçu de ses échecs multiples et répétés? Moi, je ne sais pas. Il faudrait qu'on fasse une psychologie de M. Mélenchon. Oui, alors qui veut répondre? Non, j'ai trouvé en effet les propos tenus par M. Mélenchon le 1er mai assez inquiétants de par la posture. Et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on voit quand même une espèce de mouvement proche d'une identité révolutionnaire qui apparaît dans le dialecte des élus insoumis de plus en plus fort. Et je regrette fortement le Mélenchon du soir du premier tour de la présidentielle, qui avait eu un discours très émouvant, très apaisé, où il avait pris fortement position contre un vote envers Marine Le Pen, et où il avait engagé la nouvelle génération derrière lui à prendre le relais. Et ce Jean-Luc Mélenchon-là, je trouve que nous l'avons perdu, et nous le perdons chaque jour un peu plus, et il tombe dans des discours, je trouve, d'une violence assez importante. Ce qu'on a entendu le 1er mai, si ça avait été dit dans d'autres bouches, notamment à l'extrême droite, aurait fait une polémique invraisemblable. Alors, Nicolas, alors allez-y Alexandre. Non, mais ce qui est très préoccupant, c'est la radicalité qui s'invite à tous les niveaux de la vie publique. C'est-à-dire qu'on la voit dans la rue, on en reparlera tout à l'heure, on la voit dans la manière de se comporter des uns et des autres. Mais quand on entend ce type de discours, et quand on compare par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, où on entend effectivement des dirigeants politiques de premier plan se lancer dans des croisades, alors Donald Trump n'est pas du même camp que M. Mélenchon, mais quand on se souvient de ce qu'il avait quand même suggéré, presque encouragé à l'occasion effectivement de la marche qui a été menée sur le Capitole, tout ça fait quand même très peur, parce que derrière tout ça, il y a quand même une partie de la population qui est tellement désespérée, tellement déterminée à renverser le système, que la violence ne peut que progresser d'année en année, et je trouve ça profondément irresponsable. Alors Nicolas Corato, moi, je ne suis pas le porte-parole de M. Mélenchon, et je peux d'ailleurs me dissocier d'un certain nombre de ses prises de position, mais je veux rappeler quand même ici que vous avez des inquiétudes opportunes. C'est-à-dire que il est utile aussi, M. Mélenchon et ses colères vous sont assez utiles pour dissocier finalement le fond de la forme. Le fond, c'est que vous êtes, je parle de M. Dubu et de ses amis, vous êtes finalement enferrés dans un conflit social dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Et finalement, ça fait du bien de prendre un peu d'oxygène avec M. Mélenchon pour sortir du fond. Sur le fond, M. Mélenchon, depuis 20 ans, nous vend la 6e République et dit que la 5e République est une mauvaise République. J'ai rien appris le 1er mai sur les positions. Qu'ils disent que la 5e République est une mauvaise République, excusez-moi, ça n'est pas étonnant. Il n'a pas dit ça. Ça n'est pas étonnant. Et je rappelle quand même que la France Insoumise, dont je ne partage pas toutes les positions, est un parti politique, un mouvement politique, qui prône une révolution citoyenne, qui s'est présenté aux urnes, qui a un groupe parlementaire et qui n'a jamais valorisé des actions violentes ou un terrorisme, tout comme l'extrême gauche, qui est un mouvement politique bien distinct. Mais il ne les a jamais condamnés. Il les a condamnés. Alexis Corbière a encore condamné les violences policières. Il faut arrêter ce schéma. En revanche, condamner les violences policières. Moi, j'ai entendu la semaine dernière. Les violences contre les policiers, j'ai entendu la semaine dernière un élu de la République, le vice-président d'un conseil départemental à Mayotte, qui est dans le parti Renaissance, qui a appelé sur un plateau de télé à tuer ces personnes en situation étrangère sur l'île de Mayotte. Et donc, j'aimerais quand même que d'une certaine manière, en termes de leçon de républicanisme,
et de respect de l'état de droit, les choses se valent. Mais l'argumentons complètement, puisque ce vice-président n'est pas dans la majorité présidentielle. Alors, très bien. Trouver autre chose. Alors il ne l'est plus, très bien. Non, il n'a jamais été. Voilà, très bien. Il n'a jamais été dénoncé largement. Ah bon, que ça a été démenti. En tout cas, aujourd'hui, vous parlez plus de Jean-Luc Mélenchon que de cet appel au meurtre lancé par un élu de la République. Non, parce que Jean-Luc Mélenchon était candidat à la présidence de la République. Pardon, Nicolas Corato. Non, mais quand on n'a pas d'argument, on dit regardez à côté. On parle de Jean-Luc Mélenchon. J'ai commencé par dire que moi, je ne trouvais rien de choquant dans l'expression de M. Mélenchon, mais je trouve que vous avez effectivement des indignations opportunes, voire opportunistes, qui vous permettent de ne pas parler du fond. Est-ce que vous avez été choqué, Nicolas Corato, par l'attitude, ce manteau de cuir, les images que vous avez vues? Ça fait 20 ans qu'on voit M. Mélenchon faire le tribun en campagne. On n'est pas surpris. Franchement, vous tombez des nues, vous faites mine de tomber des nues. Ça fait 20 ans qu'il fait ce cinéma. D'abord, vous ne pouvez pas nier qu'il y a. Moi, je trouve que je peux trouver que ça n'est pas efficace. Je peux trouver que ça n'est pas utile stratégiquement. Mais franchement, arrêtez de nous faire peur avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas un couteau entre les dents. Bon, plusieurs choses. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, on a bien vu ses dérives. Et quand son siège a été effectivement perquisitionné, on a vu la vérité du personnage. Et ça, c'est quand même nouveau chez lui. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a une dérive chez Jean-Luc Mélenchon qui met en cause la gauche et qui met en cause l'alternance. Or, dans une démocratie comme la démocratie française, il faut qu'on ait des pouvoirs d'alternance. Sinon, ça ne marche pas. Et on voit bien que la gauche, aujourd'hui, est dans une impasse avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est tout ce que je dis, moi. C'est plutôt pour vous. Voilà, parce que je pense qu'il y a je vous remercie de vos conseils. La gauche, je ne l'aime pas beaucoup. Mais on a bien remarqué, oui. Donc, moi, c'est plutôt pour vous. Débarrassez-vous de M. Mélenchon. D'autres sujets à suivre, en particulier les violences de part et d'autre. 406 policiers et gendarmes blessés hier, des interpellations abusive pour j'arrive jamais à me souvenir du terme exact, pour la défenseur des lieux de privation qui est allée avec ses équipes dans des commissariats. On en reparle dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, le débat continue. On parle des casseurs, des violences. Ce matin, écoutez le ministre de la Justice qui dit réfléchir à une loi anti-casseurs. Donc oui, bien sûr, il faut une vraie fermeté, parce que il y a les manifestants qui manifestent, et c'est une liberté que la Constitution leur reconnaît. Puis il y a les casseurs, et ceux-là, il ne faut pas leur faire de cadeaux, parce qu'ils viennent là pour détruire, pour démolir, pour casser du flic, pour tuer. Ma question, c'est est-ce que nous avons un arsenal législatif qui nous permet aujourd'hui de condamner des gens qui veulent tuer des flics? Parce qu'en fait, c'est le propos, in fine. Et est-ce qu'on a besoin absolument d'une nouvelle loi en la matière? Il faut qu'on y réfléchisse. Mais en ce qui me concerne, à 2 reprises, notamment sur le terrain législatif, j'ai pris des dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit plus ferme chaque fois que l'on s'en prend à un policier. Voilà. Alors, est-ce que ce qu'il dit a du sens? Enfin, déjà, est-ce qu'on peut commencer par appliquer la loi? Parce qu'apparemment, il y a déjà tout dans l'arsenal législatif pour punir. Je ne sais pas qui veut réagir à cela. Oui, on a une déjà loi anti-casseurs. Ça a déjà été tenté, la loi anti-casseurs. Je vous rappelle, sous le précédent quinquennat, et ça a été complètement évacué parce que juridiquement et constitutionnellement, ça ne tient pas la route. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un arsenal pénal qui est très, très opérationnel en France et qui permet de traduire devant la justice et de condamner ces individus qui viennent pour blesser, voire tuer des membres des forces de l'ordre. Donc il n'y a pas de difficulté. Je veux dire, c'est pas la loi qui réglera le sujet. Le sujet, il va se régler de 2 manières. L'appréhension, l'enquête, l'interpellation, et puis ensuite aussi le fait qu'à un moment ou un autre, on arrête et qu'on fasse retomber la pression sociale dans ce pays. Il y a deux sujets. C'est ces manifestations dont certains éléments effectivement s'en prennent aux forces de l'ordre, et puis aussi le fait qu'on ne va pas continuer 105 ans à avoir une manif tous les 10 jours en France. Et ça, qui peut arrêter ce mouvement-là? Mais il faut d'abord... Jérôme Dubu. Moi, j'approuve partiellement ce qu'a dit Dupond-Moretti, parce qu'il ne faut pas y réfléchir. Il faut surtout agir maintenant. Enfin, je prends l'exemple type de la personne qui a été du policier qui a été blessé au mois de mars, fin mars je crois, en prenant un pavé sur son casque.
Bon. Vous vous souvenez de cette affaire, hein? Bon. La condamnation a été effective. On a repris cette personne, on l'a arrêtée, on l'a jugée. Quelle a été la condamnation? Quelle a été la condamnation? Il a quand même blessé gravement un policier en envoyant un pavé. La condamnation a été de 3 mois. La condamnation a été de 3 mois de prison. Est-ce que remettre en cause la vie d'un policier en lui envoyant un pavé dans la figure, est-ce que ça vaut 3 mois de prison? Moi, je ne crois pas. Donc l'arsenal législatif, je veux bien, mais à condition que les condamnations soient effectives. Et la 3 mois, qu'est-ce que vous voulez? C'est rien. Par un juge, vous mais oui, d'accord. Oui, je remets en cause ce jugement. Absolument. Tout à fait. Thomas, totalement inacceptable. Non, je ne peux pas entendre qu'il faut relier les violences et le mouvement social. Le mouvement social, c'est une chose qui est pour moi totalement dissociée des violences. Les violences, ce sont des mouvements organisés, gérés par des personnes qui en sont quasiment des professionnels de la violence, professionnels Black Bloc. On a vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ils avaient des équipements, ils avaient une organisation quasiment professionnelle, de presque de milices. Et nous avons très peu parlé de ce qui s'est passé à Lyon. À Lyon, on parle de 100 magasins qui ont été pillés, vandalisés, massacrés. On n'en parle pas. Et je pense que nous avons sur l'échelon européen quelque chose à engager, parce que les personnes qui se déplacent sont souvent des personnes qui viennent de l'étranger et qui viennent pourrir les manifestations pacifiques et extrêmement bien organisées. J'ai participé à l'une d'entre elles de manière en tant que témoin à la Ville d'Opéra à Paris l'avant-dernière, qui sont des manifestations exemplaires. Mais nous avons face à ça des professionnels qui viennent pour massacrer, piller, pourquoi pas même tuer. On a vu le cocktail Molotov balancé sur des policiers. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont connus des services de police. Ce sont des réseaux à l'échelle européenne. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut travailler, parce que ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire national pendant des manifestations avec la faim qu'ils ont. Parce qu'en plus, ils arrivent très bien à se débrouiller pour jamais se faire arrêter. Oui. Alexandre Malafaille. Alexandre? On a perdu Alexandre. Bon. Non, je suis là. Vous êtes là, oui. J'avais coupé mon micro, pardon. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est que le niveau, l'arsenal actuel, qui peut être suffisant pour des manifestations classiques et des débordements classiques, n'est pas adapté ni en France ni en Europe. On a un problème de cadre qui est celui de l'état de droit, et qui aujourd'hui est régulièrement dépassé par ce type de mouvance. La problématique, c'est comment on peut faire, jusqu'où on peut aller, parce que derrière l'amplification d'un certain nombre de mesures, de règles et de contrôles, derrière on voit bien que ça a un caractère liberticide et qu'il faut trouver le bon équilibre. Alors je pense qu'il y a plusieurs types de réponses. L'une des réponses, c'est quand même sur l'art et la manière de gouverner. Parce qu'en effet, à un moment donné, quand un contexte est particulièrement tendu, il faut éviter de remettre de l'huile sur le feu. Je veux dire, je parlais tout à l'heure de radicalité, elle est malheureusement quelque part dans les deux camps, ou un peu partout. Quand vous voyez que vous avez trois manifestants qui, sur le chemin du président de la République, c'est pas bien, on fait un doigt d'honneur, mais qui vont se retrouver en correctionnel en septembre prochain, c'est sûr que ça envoie des messages d'une brutalité réelle vis-à-vis de ceux qui sont les opposants. Et des exemples comme ça, malheureusement, il y en a plein. Et d'un autre côté, on ne peut pas le nier, il y a des mouvances extrêmement dures, d'extrême gauche en particulier, et qui n'ont pas rien à perdre. Ce que vous évoquez sur Sainte-Soline, c'est invraisemblable. On est des situations de quasi-guerre civile, et on voit bien que, en plus, comme tout est sous image, la moindre faute policière, la moindre perception de la faute policière, ou le moindre perception d'excès de la faute policière, va être effectivement surmédiatisée, et après on en arrive à des situations dramatiques où, bien sûr, dans les deux camps, il y a des gens qui sont blessés. De temps en temps, ça va malheureusement au-delà. Je crois qu'on a un vrai sujet de réflexion, et Éric Dupond-Moretti a raison, en tout cas, de poser le débat pour essayer de trouver une réponse qui ne sera pas forcément que, on va dire, par la répression, mais il faut y réfléchir, et sans doute au niveau européen. 406 policiers blessés hier, quand même. 406 policiers blessés, une violence extrêmement forte, des 2000 à peu près Black Bloc visiblement et associés, entre guillemets, à Paris. Donc on monte en degré de violence là. Et ces gens-là se fichent éperdument. Moi, j'aimerais bien que ceux qui les défendent, parce qu'il y en a, se mettent ça bien dans la tête, ils se fichent éperdument de la réforme des retraites en France. Ils s'en
fichent totalement. Ils sont là pour casser, ils sont là pour blesser, ils sont là éventuellement pour tuer. Ce sont des gens qui sont effectivement viennent de l'étranger. J'ai vu beaucoup de drapeaux belges lundi dans la manifestation des Black Blocs qui étaient devant. Il y avait beaucoup de drapeaux belges. Bon, voilà, donc on voit bien que c'est une internationale qui est là et qui se mobilise à chaque rendez-vous. Et le thème de la manifestation, ils s'en contrefichent. Ils s'en contrefichent. Donc, nous, anti-casseurs, moi, à mon avis, il nous dit qu'il faut y réfléchir, mais commençons par appliquer les peines. Ben, c'est ça. Appliquer les peines. Encore une loi, si vous voulez, l'arsenal législatif, d'autant que c'est plutôt plus difficile maintenant qu'auparavant de faire passer des lois. Donc, appliquons les peines. Ouais. Et tout ça, quand même, le symptôme d'une fracture et d'une radicalisation. On voit d'un côté, juste au niveau encore une fois, de ce rapport de la contrôleure générale des lieux de privation, ce face-à-face entre le ministre de l'Intérieur et cette défenseur des droits, ça montre cette espèce de scission qu'il y a entre gentils, méchants, et où on a... Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y a la loi, et puis il y a ceux qui ne la respectent pas, ou ceux qui l'utilisent à mauvais escient. Le sujet, il n'est pas que pénal, il n'est pas que juridique, il est aussi politique. Je veux dire, dans ce pays, il y a une violence qui monte, et il faut que nos responsables en tiennent compte, et pas uniquement avec des gestes ou des actions répressives. Aujourd'hui, on met quand même nos forces de l'ordre dans une situation ubuesque. On leur demande de résoudre un problème politique. Les gendarmes et les policiers ne sont pas là pour résoudre un problème politique. La difficulté de ce mouvement social, au-delà des violences inacceptables qui se déroulent, c'est qu'il y a aujourd'hui des manifestations à peu près partout dans la France. Il y avait 250 manifestants à Ouessant. Et quand vous avez 250 manifestants à Ouessant, il faut bien trouver quelques gendarmes pour encadrer. Non mais il faut mobiliser. Il faut quand même mobiliser les forces de l'ordre. Ne confondez pas les manifestations qui manifestent contre la réforme des retraites et des casseurs organisés avec une internationale qui se mobilisent. Aujourd'hui, le fait que ce gouvernement n'entendent pas ce qui se passe dans la rue, dans ce mouvement social, ça met aussi en mobilisation extrême toutes les forces de l'ordre qui, à mon avis, auraient bien autre chose à faire de leur journée et de leur nuit que d'encadrer des manifestations sans cesse renouvelées. Donc, la question que je pose, et moi, c'est pas pour vous mettre en porte-à-faux, c'est comment est-ce qu'on s'en sort? Moi, je veux bien qu'on mette en prison à perpétuité tous les Black Blocs, mais je suis pas sûr que vous aurez trouvé la solution à ce qui se passe à peu près chaque semaine dans ce pays. Donc, le sujet, il est aussi politique. Non, mais la question est là, c'est que ce sont aujourd'hui les policiers qui sont là pour régler un problème politique. C'est eux qui répondent à la colère. L'ordre républicain doit être respecté. Il ne faut pas tout mélanger. Les forces de police sont là pour vote ça. et l'application de la loi ne justifie pas qu'il y ait des violences de cette nature-là. Le fait qu'il y ait des manifestants dans la rue, ça n'a aucun lien avec les violences. Les violences sont menées par des personnes qui sont pour moi des criminels, qui mettent à mal les violences extrêmes, qui mettent à mal, qui brûlent des voitures, qui brûlent des équipements publics. Attendez, vous imaginez la facture que va représenter ce déchaînement sur Paris. Ça m'étonne qu'il y ait Hidalgo n'ait pas demandé ça y est, elle a demandé 1,8 million. Et pour moi, ces manifestants extrêmes, pour moi, sont des criminels qui doivent être poursuivis, jugés, et voire peut-être même interdits de séjour en France ou de manifester quand ils viennent de l'étranger et qu'ils sont des Black Blocs que j'appelais tout à l'heure professionnels. Écoutez, si le seul pays dans ce moment, c'est les Black Blocs, c'est qu'on n'a pas beaucoup de problèmes. Alexandre Malafaille. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense que s'il y avait un véritable front commun de l'intégralité de la classe politique contre ces Black Blocs, contre ces manifestations, contre ces excès de violence, je pense que ça aiderait aussi à les juguler. Parce que je pense que beaucoup de gens se disent quand même qu'il y a une forme d'instrumentalisation. Qu'à un moment donné, il y a une porosité entre certains dirigeants politiques qui laissent faire, qui encouragent, qui diffusent. Parce que pourquoi est-ce que cette manifestation d'ultra-violence n'a pas eu lieu pendant les 11 premiers moi, je suis allé effectivement manifester une fois. Il y avait dans un calme quasiment parfait pendant tout le cortège. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas vu avant? Parce que les choses ont dérapé, c'est vrai, du côté gouvernemental, parce qu'ils sont allés au bout de leur démarche et ça a bien sûr un peu radicalisé. Mais pourquoi est-ce que maintenant cette violence se réinvite dans les débats? Et je pense qu'il y aurait un front commun de la classe politique jusqu'à Jean-Luc Mélenchon pour dire ça, on n'en veut pas. Je pense que ça aiderait vraiment à lutter contre ces dérives. Allez, petite pause, 9h43 sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, je voulais qu'on parle du SNU, le service national universel voulu par le président de la République. Il y a eu une polémique avec Sarah El Haïry qui dit le président n'a jamais voulu le rendre obligatoire. Si, il avait dit, j'instaurerai un service national de durée courte, obligatoire et universel. C'est un SNU qui tarde et qui a du mal à se mettre en place avec une jeunesse qui n'a pas spécialement envie d'y participer. Pourtant, moi, j'ai eu des échos plutôt très positifs de certaines expériences. Alors, est-ce que ce SNU qui veut commencer, Thomas, et l'Excelsior a un sens? Je ne suis pas favorable à rendre cette opération obligatoire. Je pense que si elle existe et qu'elle rencontre un certain succès auprès de jeunes qui ont envie d'y participer, pourquoi pas sur le bénévolat, le volontariat, mais mettre ce système en place de manière obligatoire et le budget nécessaire que ça va représenter, déjà la logistique est impressionnante parce qu'aujourd'hui ils privatisent des centres de vacances puisqu'on n'a pas les capacités d'accueillir tous ces jeunes. Je pense que cet argent pourrait être mis ailleurs dans l'éducation nationale, notamment pour des programmes autour de la culture, encourager les jeunes à aller, pourquoi pas faire du bénévolat associatif, pourquoi pas organiser davantage de sensibilisation, d'opérations dans les collèges, dans les lycées sur les sujets même d'éducation sexuelle ou d'addiction, etc. Je pense que l'argent pourrait être mis ailleurs que sur un service obligatoire qui sera extrêmement coûteux et qui, malgré tout, posera certaines questions à beaucoup de personnes. Alors, le principe, c'est pour des ados entre 15 et 17 ans, de les faire participer à un séjour de cohésion en internat pendant 2 semaines et puis ensuite à une mission d'intérêt général entre 80 à 90 heures. Et puis, il y a une 3e phase qui propose un engagement volontaire de 3 mois en devenant réserviste, sapeur-pompier volontaire lors d'un service civique. Non, moi je crois que ça va dans le bon sens. Je partage un peu ce que vient de dire Thomas. Je suis pas certain si ça crispe les choses qu'il faille le rendre obligatoire. Je pense qu'il faut le laisser à l'appréciation de chacun, effectivement. Bon, après, est-ce que c'est suffisant? Vraisemblablement pas, parce que les maux de la société française sont beaucoup plus importants que ça. Donc, c'est pas en 15 jours, ou même si vous vous engagez volontairement par la suite de manière plus longue, que vous allez apprendre, si vous ne les avez pas, les acquis de la société de la République française. Bon, parce que c'est un peu fait pour ça aussi. C'est pas tant l'aspect militaire que l'aspect citoyen qui est mis en place. L'aspect militaire, il est totalement oublié maintenant. Il n'est pas question d'apprendre aux gens à tirer dans des cibles. Ça, c'est terminé. On a une armée de métier. L'armée de conscription a été abandonnée par Jacques Chirac en 1995. Bon, ben voilà, je ne pense pas que qui que ce soit veuille revenir dessus. Ouais. Non, mais en fait, je veux dire que tout part aussi de là. C'est-à-dire que lorsqu'on a supprimé le service militaire, on a supprimé une espèce de creuset par lequel toute la jeunesse passait, enfin la jeunesse masculine passait, et quelque part qui avait quand même comme vocation à créer une espèce de lien à travers l'armée, entre le jeune et la nation française. Et l'erreur, à mon avis, de l'époque, c'est que, bien sûr, il fallait passer sans aucun doute à la professionnalisation de nos armées, et donc supprimer la conscription, mais on n'aurait pas dû la remplacer par rien. Et en fait, on a laissé un grand vide. Et maintenant, on se rend compte qu'il manque ce fameux lien qui crée une espèce d'appartenance, renforcée peut-être, mais ou construite entre la jeunesse, les jeunes. Et c'est bien que ce soit pour les garçons et pour les filles, non pas peut-être par le biais de l'armée, mais en tout cas avec la nation française, avec les enjeux de citoyenneté. Alors, est-ce que la réponse apportée est la bonne? On voit bien que pour l'instant, c'est assez léger. Et la difficulté auquel on est confronté, et ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a un enjeu de moyens qui sont considérables. Si on veut vraiment faire quelque chose qui soit efficace et qui permette véritablement de redonner une espèce de sens à l'appartenance à la nation française et à ce que veut dire être citoyen et à ce que veut dire finalement comprendre comment marche le système et peut-être mieux l'accepter, mieux le respecter, ça méritera effectivement un projet qui est peut-être au-delà de celui-là. Après, passer par le stade de la contrainte, c'est une autre histoire. C'est vrai que dans le contexte actuel, ce sera certainement difficile. Il y a des leviers, on le voit bien aujourd'hui sur les fameux 3 jours qui sont demandés. Si vous conditionnez la possibilité de passer votre permis de conduire au fait d'avoir réussi ou pas cette session, ça évidemment, ça met des barrières. Le truc, c'est que ça a été annoncé un petit peu comme
peut-être si je dis à chaque fois, je suis peut-être un peu sévère, mais on a annoncé cela sans s'assurer qu'on avait les moyens de le faire, 2 milliards. Et puis qui pour encadrer j'ai vu certains qui alertaient sur les risques aussi d'agression sexuelle. Enfin, il y a quand même un encadrement sur des jeunes adolescents qui n'est pas neutre. Et on voit bien que ce projet annoncé, qui était peut-être un beau projet, n'arrive pas à se mettre en place. On entend des bilans très contrastés sur ces sujets. Il y a des très bonnes expériences, des très mauvaises, des expériences positives, d'autres qui paraissent assez inquiétantes. L'armée qui dit, nous, on veut surtout pas être embringués dans le truc. L'éducation nationale qui se tient très en retrait. Et effectivement, personne qui a regardé véritablement si on avait les moyens de lancer cette ambition. Moi, je suis quand même partisan en tout cas pour ce qui concerne les jeunes et les mineurs, de quand même centraliser les moyens sur l'éducation nationale. Je pense que c'est quand même un outil qu'on a. Je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin d'en lancer d'autres. Et puis peut-être une petite réflexion, il ne faut pas toujours demander aux jeunes de faire des efforts en matière de citoyenneté. Nous aussi, les adultes, je pense qu'on aurait intérêt à se questionner aussi sur notre citoyenneté, sur notre rapport à l'État, sur notre rapport à la chose publique. Et après tout, pourquoi est-ce que ce serait toujours aux jeunes qu'on demanderait de faire un certain nombre d'efforts et jamais aux adultes et aux citoyens? Moi, je comprends pas ce que vous dites. Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce que ce seraient les jeunes qui devraient aller faire, si vous êtes pas qui devraient aller passer 2 semaines par an dans une association à titre bénévole? Pourquoi est-ce que les adultes, c'était la même chose, c'était un an qui décident ça à la place des jeunes ne s'appliquent pas eux-mêmes cette notion? Mais je comprends pas. Je comprends pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un peu lâcher la grappe aux jeunes et que quand nous, les adultes, nous serons en phase d'être parfaitement responsables et d'agir de manière exemplaire, on ira donner. Vous voyez la place de la République, je ne suis pas persuadée, si vous allez dans les écoles, que la citoyenneté soit vraiment quelque chose de très... Il y a des cours d'éducation civique qui sont assez efficaces. Il y a beaucoup d'actions. Mais non, efficaces pourquoi? Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées avec les collectivités locales sur ce sujet. Quel est le critère d'efficacité? Je pense que quelque chose de bénévole, volontariat, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas dans un cadre fermé d'un séjour, me paraît plus opportun. Moi, je vois dans ma commune, il y a le collège Jacques Brel à Beuzeville. À quelques pas de cela, il y a l'unité de secours populaire. Je me dis que si quelques collégiens allaient passer quelques heures de leur semaine ou une fois par mois auprès des équipes, ils regarderaient d'un certain visage une certaine misère ou la vie d'autres personnes que leur propre vie, que ça pourrait pourquoi pas leur être utile dans leur construction, etc. Donc moi je suis plus sur du volontariat ou alors des opérations bénévoles peut-être obligatoires pour inciter à découvrir l'engagement associatif, le monde de l'entreprise, mais pas dans des formats fermés de séjour imposés. C'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est que la suppression de l'armée de conscription en 95 par Chirac, effectivement, a été assez brutale. Du jour au lendemain, rien n'est venu suppléer cette disparition. Bon, moi, je suis peut-être le seul à avoir fait mon service militaire autour de cette table, vraisemblablement. Donc, j'étais un des derniers, dans les dernières générations. Bon, il faut quand même relativiser. Aujourd'hui, on met au pinacle, un certain nombre de gens mettent au pinacle l'armée de conscription en disant c'était formidable, c'était un creuset, etc. Honnêtement, on s'emmerdait ferme pendant un an. Oui, parce que l'armée vous a vraiment apporté quelque chose. Alors voilà, bon, et puis ceux qui rentraient, qui n'étaient pas socialisés, si je puis dire, ou sociabilisés, je ne sais pas comment quel est le terme exact. Peut-être un gros fantasme autour du service militaire. On sortait peut-être un peu moins désociabilisés, encore que... Voilà, bon, donc il faut tout à fait relativiser ça. Oui. Bon, ça vous laisse tous sans voix, mais c'est vrai que c'était l'un des sujets. Il faudrait que le flou soit levé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand notamment le Figaro traite de ce sujet aujourd'hui, il y avait les risques que vous évoquiez. C'est de savoir vers quoi on se dirige. Je pense aussi qu'il y a un poste de secrétaire d'État qui est quasiment dévolu à cette mission et cette promesse présidentielle. Faut-il aller plus loin ou arrêter cette histoire-là? Il a l'air de se trouver un peu seul, d'ailleurs. Ça prouve quand même l'impréparation de cette campagne présidentielle. Tous les projets sont bricolés, et rien n'est ficelé, rien n'est bouclé. Et on se retrouve avec un gouvernement qui patauge à chaque fois qu'il lance un projet. Donc ça donne quand même une impression d'impréparation notoire. On cherche de l'argent. Alors c'est peut-être très pouchati ce que je veux dire, mais il y a quand même des ministres. On a dit qu'on ne connaissait pas les noms des ministres. L'autre jour, je cherchais s'il y avait un ministre de la francophonie. Eh bien oui, il y a une ministre de la francophonie. On n'en entend absolument pas parler. Cette femme, elle fait peut-être des choses formidables. Sauf se déplace beaucoup. Bah oui, mais est-ce qu'on a vous connaissez son nom?
Non. Bon. Elle a un nom imprononçable. Oui, elle est d'origine grecque. Mais c'est pas la question. La question, c'est celle de ces ministres aujourd'hui qui nous coûtent un pognon de dingue, pour reprendre l'expression du président de la République. Et je ne sais pas très bien à quoi ils servent. Elle a été un peu fragilisée par une affaire dont elle s'est sortie. Bon, ben voilà. Oui. Mais c'est vrai que ça pose la question de l'exercice du pouvoir et des occasions manquées qu'a eu Macron de rénover et de moderniser. C'est vrai que quand on compare le gouvernement allemand, bon, même s'il y a un système fédéral, mais bon, nous on a quand même le millefeuille français, et le gouvernement français, on se dit qu'on perd beaucoup en efficacité, et je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, plus d'une quarantaine certainement au sein du gouvernement. Quand les conseils des ministres franco-allemands se réunissent, on apparaît absolument ridicule. Et voilà, je me souviens pourquoi j'avais cherché son nom, c'est parce que ça aurait pu être un coup de gueule. L'Institut Paul Bocuse de Lyon, qui change de nom et qui devient Lyon for Excellence. On a besoin, on nous bassine avec la francophonie tous les ans, avec cette journée, le machin. On a une ministre de la francophonie, et puis voilà. Pourquoi on a besoin de rebaptiser l'Institut Paul Bocuse? Vous voulez me le dire? D'autant plus idiot que Paul Bocuse, c'est quand même une jolie marque internationalement. Absolument. Je vous signale que pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas sur l'Allemagne et son mode de gouvernance, je vous signale que les compromis allemands, ça aboutit à des catastrophes. Notamment la catastrophe de l'abandon de l'énergie nucléaire par Madame Merkel, dont aujourd'hui l'Allemagne évidemment se mord les doigts. Voilà, donc les consensus à l'allemande, ça peut marcher, mais ça aussi peut provoquer des catastrophes. Allez, et l'actuelle titulaire s'appelle Madame Chrysoula Zakharopoulou, et elle est en poste depuis le 20 mai 2022. Pour lancer un avis de recherche. Et nous, dans un instant, nous allons... We're going to speak English, parce qu'on va parler du roi et Charles et de son couronnement dont vous allez entendre parler sur toutes les antennes. À tout de suite.